Alors, nous allons entamer le débat sur les orientations budgétaires. Vous avez tous reçu le rapport sur les orientations budgétaires que nous allons... vous allez l'avoir. Alors, je suis désolé, mais Virginie, est-ce que vous pouvez changer de place un petit peu pour pouvoir avoir une meilleure vision? C'est bon? C'est bon? Ok. Bon, je vais essayer de ne pas m'appesantir sur l'introduction, mais pour qu'on puisse avoir une part, donner une part au débat. Donc, vous savez que ce rapport et ce débat a pour but de présenter les grandes orientations de la collectivité. Ça nous permet également de faire le point sur la situation financière, et donc c'est un acte important dans lequel vous analysez et mise en perspective les évolutions des indicateurs clés de gestion. Alors, il sera présenté sous 5 axes forts, à savoir la sauvegarde de notre patrimoine culturel dans la continuité du budget voté en 2019, ça nous allons en parler un petit peu quand même, le développement d'outils d'aide à la décision à moyen et long terme pour accompagner la future municipalité dans la réalisation de ses projets, prospective financière, mise en place des autorisations de programme et crédits de paiement, donc les fameux APCP, le lancement des diverses études, notamment pour l'établissement d'un plan de référence sur 10 à 20 ans, notamment le dispositif en jour cœur de village dans les domaines des espaces publics et du commerce, de la voirie, de la mobilité, des équipements et de l'habitat. Également la réduction des écarts en fonctionnement entre les prévisions et les réalisations, de façon à ce qu'on colle le plus près possible entre les deux. Et également un point important qui est la prise en compte des charges nouvelles en ce qui concerne la piscine Faréo. On en parlera tout à l'heure. Le futur budget va s'inscrire dans une situation contrainte, pas de hausse d'impôts, priorité à la maîtrise des dépenses de fonctionnement, tout en continuant d'importants investissements. La présentation de ce rapport est l'occasion pour le Conseil municipal d'affirmer avec force la poursuite de ses engagements et de présenter les moyens de financer les projets et les politiques publiques mises en place. Donc, vous avez les obligations légales du BOB qui doit se tenir dans les communes de plus de 3500 habitants. Il doit avoir lieu dans les 2 mois qui précèdent l'examen du budget primitif et il est retranscrit au procès verbal de la séance et il doit donner lieu à une délibération, c'est-à-dire que vous prenez acte que ce débat a bien eu lieu. Et il est transmis aux représentants de l'État ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Ça sort de la loi NOTRe du mois de juillet avec une promulgation au mois d'août 2015. Alors, le cadre général. Vous avez un contexte national. Je vous rappelle rapidement que les orientations ont été définies par la loi des finances qui fixe les objectifs avec les collectivités locales en matière de dépenses et de recettes. Le budget de l'État est bâti sur une croissance estimée aux environs de 1,3%. Il n'y a pas de grande réforme concernant les communes. Nous retiendrons cependant la réforme de la dotation de l'intercommunalité des EPCI entrée en vigueur en 2019
qui prend en compte dorénavant le potentiel fiscal par habitant du territoire. La DGF, la dotation globale de fonctionnement, restera stable en 2019 à hauteur de 26,8 milliards d'euros, pas que pour nous. Elle sera répartie en fonction des dynamiques de population et de richesse en tenant compte du renforcement de la péréquation entre les collectivités du bloc communal pour 180 millions en faveur des collectivités les plus fragiles. Le rythme de progression de la DSU, la dotation de solidarité urbaine, plus 90 millions, et de la DSR, dotation de solidarité rurale, plus 90 millions, est identique à celui affiché dans la loi de finances 2019. En matière de fiscalité, la troisième tranche de baisse de la taxe d'habitation est bien inscrite dans le texte de la loi de finances 2020 sous forme de dégrèvement. Le produit communal est assuré à l'euro près. Cette mesure sera assurée sous forme de transformation du dégrèvement sous condition de ressources en une exonération totale de taxe d'habitation ou partielle en cas de lissage. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics a confirmé que la dernière tranche de contribuables encore contributeurs sera initiée et dont l'objectif est bien de supprimer l'intégralité de cette taxe pour tous d'ici 2020, voire 2022. Alors, en ce qui concerne notre territoire, sur le plan local, notre commune évolue dans un cadre en développement perpétuel, tant au niveau législatif que financier. Il semble important de nous situer dans plusieurs domaines au sein de cet univers territorial. Le nouvel EPCI Baugeois-Vallée monte en puissance et en compétences. Le PCAET, le plan climat, air, énergie du territoire, et le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, vont impacter les choix de la collectivité, mais qui n'ont pas d'effet à court terme. La collecte et le traitement des ordures ménagères, qui est maintenant de compétence intercommunale depuis le 1er janvier de cette année. Le schéma de mutualisation est en cours avec des pistes au niveau du territoire. Dans tous les domaines ressources, il s'agit surtout de groupement de commandes et d'optimisation des moyens, ce qui permet de faire des économies. L'entente Vallée, cette année, sera pour la première fois à périmètre constant pour l'enfance-jeunesse et la culture entre 2019 et 2020. Une évolution dans le domaine social est prévue dans le cadre du projet de la Maison France Service. La nouvelle concession de service public de la piscine Faréo pour la période 2019-2024 génère un surcoût significatif de 90 000 euros, je crois qu'on en a déjà parlé, depuis 2019. Une réflexion de prise en charge au niveau des communes membres de l'entente est en cours. En matière fiscale, nous ferons un focus particulier sur cet équipement et le redressement auquel nous sommes confrontés, donc nous le verrons également plus tard, un peu plus loin dans le débat, et des choix de gouvernance et de modèles de gestion devront être envisagés. Dans un avenir proche, la commune proposera une offre plus étendue de logements locatifs et en accession à la propriété. On peut évoquer les logements de la rue de la Tête Noire, en cours de finition, l'îlot Notre-Dame, la démolition est effectuée, les recherches archéologiques vont commencer, le quartier Montgobe, la résidence senior qui dégageront ainsi des bases de fiscalité locale substantielles, donc pour une étude en 2020. La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 instaure des règles de bonne conduite, notamment en matière de maîtrise des dépenses, limitée à 1,2% par an, et de l'engagement d'une démarche de désendettement. Ainsi, en 2020, les prévisions de recettes resteront globalement stables par rapport à l'exercice 2019. Malgré une augmentation naturelle des dépenses liée à l'inflation modérée, 1,1% en 2019, la commune a réussi à dégager les parts nécessaires pour rembourser sa dette et financer ses opérations d'investissement sans emprunter, tout en proposant une offre diversifiée de services de qualité qu'il convient de maintenir. Alors, les orientations budgétaires pour 2020. Les orientations qui vous sont proposées, elles sont clairement identifiées.
Premièrement, la sauvegarde de notre patrimoine culturel dans la continuité du budget voté en 2019, le développement d'outils d'aide à la prospective à moyen et long terme, la réduction des écarts en fonctionnement entre prévision et réalisation et la prise en compte des charges nouvelles concernant la piscine Faréo. Dans la continuité des efforts engagés depuis 2014, compte tenu de l'évolution modérée de nos recettes, plusieurs nécessités s'imposent. Maîtriser et contenir l'évolution de la masse salariale, recrutement et réorganisation devront être étudiés avec rigueur afin de maintenir la qualité de mise en œuvre des services à la population. Dégager des marges de manœuvre supplémentaires en fonctionnement par la réalisation d'économies pérennes afin de constituer un autofinancement suffisant qui permette d'assurer un niveau acceptable d'entretien du patrimoine communal sur fonds propres. Le recours à l'emprunt sera limité aux grosses opérations d'investissement structurant. Dans ce cadre, la préparation du budget 2020 devra permettre à la commune de rechercher tous les moyens de maintenir au meilleur coût un haut niveau de service aux administrés. Alors, en ce qui concerne l'étude détaillée des données de fonctionnement 2020 et notamment les recettes de la section de fonctionnement. Tout d'abord, la fiscalité, soit le chapitre 73. L'évolution des recettes fiscales résultera d'une part de l'indexation annuelle des valeurs locatives pour la partie ménage. Depuis la loi de finances 2018, elle fait l'objet d'une mise à jour automatique correspondant à la valeur de l'inflation constatée entre novembre 18 et novembre 19 pour tous les locaux hors professionnels. L'hypothèse retenue dans le cadre de cette préparation budgétaire est de plus 0,9%, soit 2 370 000 euros. Ensuite, de l'évolution des bases fiscales ménages. À ce stade, il convient d'être prudent par rapport à l'assiette du foncier bâti. Il n'y a pas de construction significative. Enfin, par le développement économique résultant de l'accueil d'entreprises nouvelles en projet sur la commune avec l'installation d'entreprises sur la zone activale qui généreront des bases fiscales de foncier bâti en 2020. Alors là, vous avez une évolution, un tableau qui retrace l'évolution de la fiscalité de 2017 à 2020. Alors on compare les comptes administratifs de 2017, 18 et 19 avec le BP, le budget prévisionnel 2020. Donc vous voyez qu'il y a une légère progression qui est significative néanmoins, avec un Fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNG, pour 18 900 euros, et qui est stable. Le FPIC pour notre commune devrait s'établir à son niveau de 2009, soit 210 000 euros. Donc c'est le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Et enfin, les attributions de compensation qui sont portées à 1 290 687. Il n'y a pas de nouveaux transferts complémentaires en 2019, sauf si des attributions de compensation dérogatoires potentielles nous sont attribuées, permettant de diminuer les effets de retraitement fiscal de la piscine Faréo. Nous allons en reparler aussi tout à l'heure. Enfin, la taxe additionnelle au droit de mutation, le niveau de prévision de cette recette dépend de la situation économique et de la tenue du marché immobilier. On notera ci-dessous un dynamisme depuis quelques années. En 2019, on note un fléchissement de cette recette de 606 000 en 2018 à 146 000 en 2019. Aussi, par prudence, nous porterons en prévision à ce stade le produit réalisé en 2019, c'est-à-dire 150 000 euros. Vous avez le tableau correspondant au-dessous. Stéphane, vous pouvez nous rappeler. Voilà, celui-là. Celui du bas, oui, on est bien d'accord. Vous pouvez nous rappeler l'évolution entre 2018 et 2019 des taxes additionnelles? Les taxes additionnelles, dont la définition a été donnée,
Effectivement, on parle d'un certain dynamisme du marché immobilier, mais on constate qu'en 2019, sur le territoire, ce n'est pas le cas. On tombe de 206 000 en 18 à 146 000 en 19. Donc effectivement, il y a eu moins d'échanges, et c'est ça qui nous permet de recevoir les taxes. Donc c'est pour ça que prudemment, on inscrit la recette 2019 au niveau du budget primitif 2020. Pour une question de sincérité, on ne va pas mettre 200 000, alors qu'on a peu de chances de l'atteindre. Ce sera plutôt une bonne surprise, mais il vaut mieux fonctionner de manière prudente en recette. Et sincère. Oui, et puis peut-être qu'en 2018, les 206 000 étaient peut-être un peu exceptionnels par rapport, puisqu'on voit qu'en 2017, on était à 160 000. Ensuite, au chapitre 74, les dotations de l'État, vous avez le montant de la dotation de la DGF au niveau national qui est quasi stable. Donc nous pouvons compter environ sur la même recette à 1 205 000. Et vous voyez dans le tableau qui suit l'évolution de cette DGF. Et surtout, comme les années précédentes, vous noterez alors sur le tableau suivant non. Ah, vous l'avez pas, d'accord. Donc, vous l'avez sur votre document, l'évolution de la dotation de solidarité rurale à 900 000 €, avec une évolution progressive depuis 2017. Les autres recettes au chapitre 70, ils concernent les tarifs municipaux, dont la révision est basée sur une variation de 2%, sauf à tenir compte d'un éventuel accroissement des charges qui pourrait être constaté selon les secteurs d'activité. À noter dans le domaine enfance, jeunesse et scolaire que depuis 2018, l'application d'un nouveau mode de calcul basé sur le taux d'effort permet de tenir compte d'une juste proportion entre les revenus et la situation personnelle de chaque foyer, déterminant ainsi un tarif individualisé. Cependant, une forte baisse des recettes est constatée, moins 42 762 €, qui s'explique par ces nouveaux tarifs conjugués avec une baisse des effectifs scolaires. Aucune augmentation tarifaire n'est d'ailleurs prévue pour 2020 et la démutualisation du personnel de Mazé-Milon en ce qui concerne le multi-accueil. Donc vous avez les principaux chapitres des recettes de fonctionnement avec les courbes que nous venons de voir. Donc le chapitre 73 pour les impositions, le 74 pour les dotations et le 70 pour les recettes du domaine. Donc, en synthèse... On ne doit pas avoir le même tableau. Ouais. On a un tableau qui prend le CA et ici c'est un BP. Alors, ouais, c'est ça. La courbe n'est pas la même. Ah oui, alors la courbe, elle descend et après elle devient parallèle. On a... Effectivement, j'avais refait le CA, effectivement, c'est celui de la commission finance. D'accord. Alors en fait, on a un CA 2018 qui part à 1 500 000, qui descend à 1 200 000 à peu près au CA 2019. Oui, et qui remonte, oui, mais c'est pour ça que j'explique là, et qui remonte pour le BP, enfin qui reste stable pour le BP 2020 au même niveau que en gros le CA 2019. Voilà, et c'est pas du tout le même tableau effectivement. Voilà. Et la baisse du CA, excusez-moi pour le BP, c'est la même courbe. La baisse du CA en 18-19, c'est la refacturation à Mazé-Milon qui a pris en charge 800 000 € de personnel pour son multi-accueil. Voilà. Voilà. On ne paye plus, on ne reçoit plus. Donc, voilà, donc si on fait la synthèse de ces recettes de fonctionnement, donc une quasi-stabilité des recettes au chapitre 73, sauf les recettes fiscales de Faréo, une augmentation au chapitre 74 de la DSR de plus 40 000 € et une prudence au chapitre 70 avec les produits de nos services.
Alors, les dépenses de la section de fonctionnement. Les compétences obligatoires de la commune ainsi que sa spécificité de commune nouvelle et la tenue de l'entente Vallée confèrent à la structure de la section de fonctionnement de son budget une certaine rigidité, ne laissant pas au conseil municipal d'un exercice à l'autre une marge de manœuvre étroite pour d'éventuelles modifications dans les affectations de crédit. Compte tenu de l'évolution des recettes attendues et de la volonté d'inscrire un autofinancement satisfaisant, l'équilibre du budget 2020 ne pourra se réaliser qu'au prix d'une stabilisation des dépenses et une prévision sincère et plus proche du réalisé constaté. À ce titre, il faut signaler des efforts très importants demandés aux services et aux commissions dans ce domaine, donc de se conformer au réalisé des 2 exercices précédents. L'évolution prévisionnelle des principaux postes de charge se présente comme suit. Alors avec en plus une caractéristique, c'est que pour 2020, un budget dédié à la commune déléguée de G sera identifié au sein du budget général. Le chapitre 11, les charges à caractère général. Ces charges qui sont liées au bon fonctionnement des services sont impactées par des facteurs externes tels que le prix des combustibles et des carburants, les fluides, les contraintes réglementaires liées à la maintenance et aux vérifications périodiques des installations, le poids croissant des normes, l'indexation des primes des contrats d'assurance, des prix des contrats de maintenance des bâtiments et des équipements. Cependant, les inscriptions budgétaires de ce chapitre sont stables, grâce notamment à la lettre de cadrage ainsi qu'aux efforts importants des services et des commissions, je l'ai déjà souligné juste avant, en sachant que les dépenses ci-dessous listées ont été ajoutées à ce chapitre. Donc, j'ai parlé à plusieurs reprises de l'incidence financière de Faréo. Alors, il faut savoir que en ce qui concerne Faréo, nous avons Faréo a eu un contrôle fiscal qui a amené le fisc à faire un rétablissement, un redressement depuis l'année 2016. Parce qu'il est apparu que sur le cadastre, l'assiette foncière de Faréo avait été mal évaluée, et donc même sous-évaluée, nettement sous-évaluée, et à l'occasion de ce contrôle fiscal, on rétablit la situation, enfin les services fiscaux rétablissent la situation, avec à la clé évidemment un redressement et un paiement de ces taxes avec effet rétroactif à partir de 2016. Alors, il y a 2 choses à considérer pour l'équipement comme Faréo, c'est la CFE, c'est-à-dire la contribution foncière des entreprises, et la taxe sur le foncier bâti. Il y a un retard, en gros, de 149 587 € de 2016 à 2020 en ce qui concerne la CFE, et en ce qui concerne le foncier bâti de 2018 à 2020 de 174 428 €, ce qui fait un total de 324 015 € à la charge de la commune. Ensuite, heureusement, il y a quelques recettes. Juste pour revenir sur ce point-là, parce qu'en commission, donc il y avait la CFE, c'était effectivement en cadastre, qui n'était pas bon, mais la taxe sur le foncier bâti, c'était quand même lié au revenu de fermage de 12 000 €. J'allais y venir. D'accord, parce que c'est quand même lié. On est bien d'accord que ce qui est demandé là sur le foncier bâti, c'est lié à ce fermage, et pas au cadastre. On est d'accord. J'allais y venir. Alors, on va venir sur les recettes après. Donc, Faréo
Faréo nous verse tous les ans 12 000 € de fermage pour utilisation du domaine public et pour le fonctionnement de la piscine. Le fait que ce fermage existe oblige à une taxation sur le foncier bâti. S'il n'y avait pas de fermage, nous n'aurions pas de taxation sur le foncier bâti. Nous avons demandé à Faréo si elle voulait bien se dispenser de nous verser un fermage de 12 000 € par an, en compensation de quoi nous n'aurions pas à payer de taxes sur le foncier bâti. Pour des raisons juridiques inscrites dans le contrat de délégation de service public, Faréo n'est pas favorable à ce fonctionnement, au motif que vous savez qu'il y avait 3 candidats en lice pour obtenir cette délégation de service public. À partir du moment où on modifie une clause du contrat, à savoir on annule le fermage pour ne pas avoir à régler, à payer de la taxe foncière, c'est une modification du contrat et donc ceci est attaquable par les autres candidats qui n'ont pas été retenus. En conséquence, Faréo ne veut pas prendre le risque de se retrouver attaqué et préfère continuer à payer un fermage. Voilà l'explication de tout ça. Oui, enfin, Faréo, c'est le groupe Récréa, bien évidemment. Je faisais un raccourci un peu... Faréo, c'est le nom de l'établissement, mais c'est le groupe Récréa qui gère Faréo ainsi que d'autres piscines dans l'Hexagone et qui a été attributaire, qui est l'attributaire de la délégation de service public. Voilà. Donc, la CFE en fait Faréo ou Récréa plutôt paye sa CFE aux services fiscaux. Lesquels services fiscaux les remboursent à la communauté de communes. Oui, enfin, elle les transmet à la communauté de communes. Donc ce sont des recettes pour la communauté de communes. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'on fasse une démarche rapidement pour que négocier avec la communauté de communes. C'est-à-dire que une attribution de compensation. Si vous permettez, si vous regardez le redressement de la CFE, pardon le micro, si vous regardez le redressement de la CFE, il commence en 2016. En 2016, l'équipement Faréo était à la communauté de communes Beaufort-en-Anjou. Oui. Et les attributions de compensation avaient été calculées à fin 2016. Évidemment, quand nos attributions de compensation nous ont été versées depuis 2017, cette somme ne paraissait pas. Donc, la rétroactivité devrait bien s'appliquer avec une prise en charge par la communauté de communes de Baugeois-Valais, puisqu'on aurait dû toucher cette CFE, compris dans notre coût net de la piscine en 2016. Ouais. C'est un potentiel de recettes. Alors, de manière faciale, en 2020, puisqu'on est assujetti à un redressement, on inscrit l'ensemble des dépenses et le peu de recettes sûres que nous pouvons avoir, c'est-à-dire les nôtres, parce que dans le produit de 57 000, nous avons 24 799 qui revient à la commune. Commune, EPCI, département. Donc après, c'est une négociation, en particulier pour la CFE, qui est redressée depuis 2016, période à laquelle la gestion était de patrimoine communautaire. Donc,
dans nos AC, nous devrions retrouver cette somme, qui n'avait pas été prise en compte au départ. Voilà. Donc, si on s'en tient aux chiffres, entre l'incidence financière, en dépenses, c'est 324 015, avec une recette de 75 322, ce qui ferait un différentiel de 248 693. Mais en attendant de négocier et de savoir ce que l'on va pouvoir récupérer, mais ça, il va falloir le faire rapidement, parce que je crois qu'il y a une commission de finances bientôt à la Comcom, jeudi. Donc, il faut saisir le président de la communauté de communes pour l'informer de ça. Mais, en tout état de cause, nous devons prévoir un effort possible de 324 015 €. Est-ce que la commune a consulté un cabinet fiscaliste, spécialiste sur le renseignement fiscal? Non. La question sur laquelle on a engagé des démarches auprès de Récréa, c'est sur la possibilité d'obtenir un dégrèvement sur la valeur foncière. C'est-à-dire que, pour l'instant, c'est du côté de Récréa. C'est-à-dire que sur la CFE, la commune n'en est pas destinataire, parce que la CFE de cotisation foncière des entreprises, c'est Récréa qui est assujetti. On le met dans le tableau parce que le contrat de concession prévoit, et c'est habituel, qu'en cas de nouvelle fiscalité, la commune prendra en charge la fiscalité supplémentaire, puisque sinon ça viendrait déséquilibrer l'équilibre économique du délégataire. Donc aujourd'hui, la CFE, la commune a l'information, la commune a simplement l'information que le délégataire a de la CFE à payer. Pour l'instant, ce n'est pas la commune. Donc les démarches, c'est le délégataire, c'est-à-dire c'est Récréa qui les engage auprès du Trésor public pour contester le montant de cette CFE. Une fois qu'ils auront épuisé leur recours auprès du Trésor public, ils vont inviter la commune à prendre en charge cette partie-là, et la commune pourra elle-même faire un recours. Dans le cadre de son recours auprès du Trésor public, Récréa a demandé à la commune, a sollicité l'avis de la commune pour savoir si la commune était favorable à ce que Récréa engage un avocat pour se défendre dans cette première phase pour faire baisser sa fiscalité. Et c'est à ça que la commune a répondu positivement. Donc on n'a pas fait directement pour l'instant. Et sinon, il y a moyen de redessiner le terrain, de récupérer le terrain qui ne sert pas à Farayon, qui ne serait plus du foncier bâti. Non, il n'y a pas de terrain supplémentaire qui était étendu, non? Ou c'est juste les limites de Farayon qui c'est les limites, mais avec les emprises extérieures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'équipement lui-même, il y a toute la surface. Oui, mais il l'utilise. Il l'utilise. Ils utilisent tout le terrain. C'est la partie. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Oui, Les jardins de parking, tout est utilisé. tout est utilisé. Ils se sont basés sur la valeur de la construction de l'équipement, en fait. Oui, si on retire de l'herbe, ça va partir grand-chose, je pense. Ouais. Je pense que si on retire que du terrain nu, je pense que ça va pas faire beaucoup. La taxe, c'est sur le bâti. C'est sur le bâti. Et comme le bâti est conséquent. Oui, le bâti est conséquent quand même au niveau valeur.
ça. Et je sais qu'au moment où Recréa a eu le redressement, donc les services fiscaux sont venus dans les services de regarder pour contrôler la valeur de l'équipement. Les services ont tenté de décréter ce qui pouvait l'être. On fait des propositions à l'inspectrice des finances de retrait de certains éléments, et il y a des choses où elle disait, enfin, où elle a refusé de les retirer, quoi, parce que ça faisait partie du bâti. Donc là, il y a une part auprès de Beaujois-Vallée qu'on peut récupérer en expert. Et après, sur la taxe foncier bâti, la part départementale, de la même manière, elle peut être demandée, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable et envisagé, du coup, à titre exceptionnel également? Parce que si, à l'issue de la concession, qui sera pour Faréo, qui va durer encore 4 exercices, 2024. Ouais. J'imagine qu'après, on mettra le droit de fermage, enfin, il n'y aura plus de droit de fermage. Et du coup, est-ce qu'il y a moyen de négocier aussi avec le département? Parce que du coup, ça va lui faire des recettes exceptionnelles. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé? Sachant que ce qu'on a vu en commission, c'est qu'on a, enfin, ce qui nous a été donné comme montant, hein. On donne à Recréa 470 000 € à l'année pour le fonctionnement de cette piscine. Du coup, on perçoit 12 000 €. Enfin, on est vraiment dans une opération très largement déficitaire pour nous. Donc, est-ce que c'est quelque chose que le département peut entendre? Parce que c'est un outil important pour la collectivité, mais enfin, on ne peut pas supporter oui, non, ces conditions. j'entends bien, mais à quel titre le département? Enfin, je sais pas. Parce qu'on parle de la taxe foncière, parce que jusqu'à présent, on n'en payait pas. Enfin, on se dispensait de payer les taxes sur le foncier bâti. On nous a dit sur cette somme-là, il y a à peu près 50% qui revient à la commune. On est bien d'accord? Oui. Et que le reste, c'est une part essentiellement départementale et une part au DCI. On est bien d'accord que cette part départementale, jusqu'à présent, elle était inexistante. S'il y avait eu un droit de fermage, s'il n'y avait pas eu de droit de fermage, le département n'aurait jamais eu, on va dire, les 22 000 € d'ici par là. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi être demandé? Est-ce que ça se fait? Je n'ai pas d'exemple. Je n'ai pas d'exemple, hein, mais je ne vois pas à quel titre. Peut-être. Oui, moi aussi, je vois pas à quel titre. Enfin, on peut toujours. C'est effectivement une question qu'on peut poser. Ça coûte rien de la poser. Hein. Exactement. C'est au titre que c'est un équipement qui devient de plus en plus lourd à supporter pour la commune, et que quelque part, alors oui, il y a moins fiscal, mais après. Mais clairement, on sait bien que c'est pas un équipement qui peut être supporté que par la commune. On le sait, ça. Et d'ailleurs, on ne l'a pas fait. C'est pas la commune qui l'a fait. Et c'est pas les deux communes de Gé et de Beaufort-en-Vallée qui se sont associées pour construire la piscine. La piscine a été construite par la communauté de communes de Beaufort-en-Anjou. 18 500 habitants, c'est quand même pas la même chose. Donc, après, il n'est pas payé, il n'est pas tout à fait le même. Et cette commune, il a été demandé, on a créé un courrier, il a été demandé au président de la communauté de communes de reprendre dans le budget de la Comcom, Beaujois-Vallée, les 3 piscines. Parce que c'est vraiment le type d'équipement qui ne peuvent pas être financés à une commune, c'est impossible. Impossible. Il y a ça, il y a les grandes salles, enfin les grands équipements qui doivent être financés par la Comcom. C'est bien le but, la communauté de communes. C'est bien une communauté de communes, la Comcom Beaujois-Vallée. C'est pas une institution de plus pour. Donc, ce que gagne la richesse qu'engrange la communauté de communes, elle doit profiter aux communes qui la composent et améliorer le cadre de vie de ceux qui travaillent sur ce territoire et qui créent aussi la richesse de ce territoire. Évidemment. C'est bien comme ça qu'on faisait sur Beaufort-en-Anjou, et je ne vois pas pourquoi c'est pas comme ça qu'on fait sur Beaujois-Vallée. Oui, alors, c'est. Ah, pardon.
Concernant le département, oui, je ne pense pas que le département puisse compenser cette... Oui, exonérer la taxe. Ceci dit, d'ici un an, je pense, il y aura plus, le département ne percevra plus de taxe foncière, qui sera laissée aux communes pour compenser la taxe d'habitation. Alors après, le problème se posera pour le département, mais ça ne concerne pas la commune. Mais, parce que là, je ne vois pas comment on peut le présenter pour que ce soit pris en charge par le département, ça me surprendrait, mais la question peut être posée. Mais comme ça, là, je ne crois pas que ce soit possible. Par contre, après, ce sera la taxe foncière qui reviendra aux communes. Quand même, au bout du compte, ce sont toujours les mêmes contribuables. On change de ligne, qu'on passe de la région au département, à la Comcom, à la commune, et qu'on retourne dans tous les sens, c'est quand même bien, oui, avec des taux différents et tout, mais quand même, quoi. Il y a bien un contribuable au départ qui paye. Sauf que la difficulté, c'est que cette taxe foncière sera remplacée par un pourcentage de TVA pour le département. Un pourcentage de TVA, c'est consommateur. C'est beaucoup plus aléatoire et il n'y a pas de pouvoir de levier fiscal dessus, en tout cas. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors, mais ce sera merci Marie-Pierre. Alors, pour revenir sur le financement, du fonctionnement de Pharéo, avant de demander à la communauté de communes, bon, le problème c'est que la compétence de la piscine, elle est revenue à Beaufort-en-Anjou. Beaufort-en-Anjou, commune nouvelle. Avant, elle a été, comme je l'ai dit, je crois aussi au cours de la cérémonie des vœux, elle a été voulue par tous, elle a été construite par tous, elle sert à tous, sauf que c'est pas tous ceux qui paient le fonctionnement. C'est là le problème. Donc, avant de demander à la communauté de communes et au président de éventuellement réfléchir à la reprise de cette compétence et... pardon ? Ça a été fait. Oui, ça a été fait, bien sûr. Non, mais je dis avant de demander ça. Vous savez aussi que j'ai contacté les maires des 4 communes, enfin les 3 autres communes de l'entente, à savoir Mazet-Milon, les Bois d'Anjou et la Ménitrée, pour leur expliquer que quand même, en fait, ce sont les communes historiques, sauf la Ménitrée, de l'ancienne communauté de communes Beaufort-en-Anjou. Bien. Donc je leur ai demandé s'ils voyaient pas un inconvénient à ce qu'ils puissent participer au prorata de la population aux frais de fonctionnement de la piscine. Bon, j'ai bien entendu qu'ils n'étaient pas pressés de répondre de façon positive, et c'est à partir de là que, effectivement, nous avons adressé un courrier signé des 4 maires au président de la communauté de communes pour venir vers lui et savoir s'il pouvait éventuellement nous aider. Ça a été évoqué en bureau communautaire, ce n'est pas passé au conseil communautaire, ça a été évoqué en bureau communautaire, bureau auquel assistait, je crois, Jean-Jacques Fallour. Marie-Pierre, tu étais là, tu devais payer. Je ne suis pas invitée à tous les bureaux, non ? Ben non plus. Bon, moi je ne vais qu'au bureau délibérant. Donc ça a été évoqué au cours de ce bureau-là, et chacun a expliqué, enfin moi j'ai expliqué notre problème très clairement et très en détail. Il y a un maire qui n'a rien dit et il y en a un autre qui a répondu un peu à côté parce qu'en fait, peu importe. Et la réponse du président de la communauté de communes de Joie-Vallée a été que pour l'instant, il ne voyait pas pourquoi et comment la communauté de communes reprendrait cette compétence. Donc, peut-être qu'il faudra revenir à la charge, notamment à l'occasion de cette demande de compensation. Mais je crois que rien n'est fermé, il va falloir aller
exposer à nouveau ces problèmes-là, qui sont des problèmes réels, avec en plus cette fiscalité qui nous tombe dessus, qui n'est pas faite pour arranger les choses. Voilà. Avez-vous des questions sur Ecrea et sur Stéréo? Alors, nous allons passer rapidement au chapitre 12, les charges de personnel. Donc, voilà, il faut que l'on vous présente une comparaison entre la prévision 2020 et la réalisation au CA 2019. Les dépenses et les recettes inscrites ne peuvent donc pas être arbitrées et d'une autre part, les demandes des services à arbitrer, eux, par contre. Donc, en cours d'année, des arrêts de travail à ce jour imprévisibles peuvent modifier les dépenses si on a un impératif de remplacement des agents absents, comme les recettes si les critères de prise en charge par l'assurance maladie sont réunis. Donc vous avez la comparaison entre la prévision du BP 2020 et la réalisation du CA 2019 avec le même instant en ce qui concerne les dépenses, et vous avez le même tableau en ce qui concerne les recettes. Donc vous voyez que entre un CA 2019 à 3 610 900 et quelques, on est en budget prévisionnel à 3 598 000, soit une légère diminution de 12 976 € en dépenses. Alors vous avez le détail dessous, les dépenses propres, les personnels mis à disposition de Beaujolais-Vallée, à disposition de la Minitrée, des Bois d'Anjou, de Massé-Milon, et à disposition du bureau de tourisme. Et vous avez dessous les recettes totales, avec également le même détail. Donc entre un BP 2020 estimé à 266 000 et un CA 2019 à 308 000, soit une baisse de 42 064 €. Ce qui fait un poids apparent dans le budget que vous avez dans la ligne inférieure pour 3 332 000 pour le budget primitif 2020. À noter également les dépenses exceptionnelles en 2019 avec un rappel de cotisation d'assurance pour 96 800 €. Et puis des recettes exceptionnelles en 2019 avec des rappels de remboursement d'assurance de 50 000 € et un rappel pour le bureau de tourisme de 5 000 €, ce qui fait un impact budgétaire correspondant à l'activité de l'année de 87 173 €. À noter que cette évolution prévisionnelle des charges du personnel de 87 000 € s'explique par, comme toujours, le glissement vieillesse technicité, l'augmentation du SMIC plus l'évolution nationale des grilles pour 35 000 €, la démutualisation des RH et l'informatique avec la CCBV pour 10 000 €, pardon, une anticipation de remplacement de titulaires absents pour 13 000 € et un impact année pleine des évolutions avec recrutement en cours d'année et évolution individuelle et avancement pour 29 000 €. Donc, des demandes de services à arbitrer. Les demandes formulées sont les suivantes. Le secteur social, le centre d'animation sociale et la maison France Service, un demi-poste sur 6 mois pour 8 000 €, soit 32 000 € en année pleine. Un poste sur 3 mois, 8 000 €, soit 32 000 € en année pleine également. Ces deux postes étant subventionnés par la CAF et pris en charge partiellement par les communes voisines dans le cadre de l'entente. Là, l'entente, elle fonctionne dans le cadre du social et de la culture. Et la part communale serait donc de l'ordre de 4 000 €, 16 000 € en année pleine. Enfin, un emploi en service civique de 11 mois pour 1 200 €. Concernant le pôle culture, un contractuel remplaçant un mois pour la bibliothèque.
2500, c'est le brut avec les charges. Un contractuel remplaçant 3 mois pour la numérotation des voies pour Anjou-Fivre au pôle aménagement. Et pour les services support, la poursuite de l'informaticien au-delà d'Avril pour 6 800 € pour l'informatique et un archiviste pour 2 mois environ, non reconductible en 2021, pour les archives. Donc il faudra arbitrer ces choix. Enfin, les autres charges de gestion courante. Les dépenses de ce chapitre restent quasiment stables par rapport à 2019, environ plus 25 000, se répartissent comme suit. Contribution aux organes de regroupement, admission non valeur et créance éteinte pour 22 000 €, les subventions de fonctionnement aux organismes publics comme le CCAS, le CIEMEL, le CIVU de la Dame, direction associée des musées municipaux, etc. Et les subventions de fonctionnement aux associations et les indemnités versées aux élus. Enfin, les charges financières, les frais financiers fléchissent de 20 000 € au BP 2020. Cela s'explique par le non-recours à l'emprunt de ces 2 dernières années et la diminution mécanique des intérêts dans le temps. La prévision 2020 s'établit à 303 000 € contre 323 000 en 2019. En résumé, la synthèse donne les notions suivantes. Stabilité du chapitre 011, donc charge de personnel, malgré la fiscalité Faréo, grâce aux efforts des commissions et des services. La maîtrise des inscriptions des charges personnelles en 012. L'inscription complète du redressement fiscal en dépenses de Faréo pour 324 015. Et la baisse du chapitre 66 des intérêts de la dette pour 20 000 €. On va passer à l'épargne. Je ne vais pas tout vous relire. On va s'attarder plutôt sur le tableau. Donc, le maintien d'un niveau satisfaisant d'épargne brute est obligatoire car il s'agit à la fois d'une contrainte de santé financière, la commune devant dégager chaque année des ressources suffisantes pour couvrir ses dépenses courantes, mais surtout rembourser sa dette, et légale, car l'épargne brute ne doit pas être négative. Donc vous avez l'épargne de gestion 2019, qui est avec tous les chapitres en dépenses et en recettes, ce qui dégage une épargne de gestion de 1 665 521. Si on passe à l'épargne brute, c'est-à-dire la CAF brute ou capacité d'autofinancement brute, on enlève les intérêts de la dette d'un côté et on rajoute les produits financiers de l'autre, ce qui nous fait une épargne brute de 1 349 684 €. Et si on passe à la capacité d'autofinancement net de 2019, donc on enlève l'annuité de la dette, ce qui est un montant de 1 025 000. Il nous reste donc une CAF nette de 323 971 €, montée à 473 971 avec les cessions. Donc la commune dégage une épargne brute de 1 349 684 au compte administratif 2019 et une épargne nette après le remboursement de la dette en capital de 323 971 €. Le taux d'épargne brute, donc il se situe à 16,33% des recettes réelles de fonctionnement, hors recettes exceptionnelles. Il est généralement admis bon entre 8 et 15%. Alors, on passe à l'état de la dette. Donc, l'évolution de la charge des intérêts de la dette, les intérêts connus échus. Donc, vous avez le tableau qui prend en compte les emprunts de Faréo. La structure de la dette se décomposant ainsi, avec un taux fixe qui représente 45% de nos emprunts et qui sont eux au nombre de 8, et un taux variable pour 55% au nombre de 10, dont 2 sont en devises, l'un en francs suisses et l'autre en yens.
Il faut souligner la baisse constante de la charge de la dette traduisant la baisse de l'endettement engagé depuis plusieurs années. Et selon notre encours de dette, le ratio de désendettement se situe à 8,2 années. Pour rappel, le contrôle sur la dette, l'encours du capital de la dette sur la CAF, la capacité d'autofinancement ou épargne brute, recettes moins dépenses de fonctionnement. Le résultat se mesure en année. Il faudra à l'horizon 2022 que ce ratio se situe impérativement entre 11 et 13 ans pour correspondre à la loi de programmation. Donc vous avez un schéma qui vous montre l'encours de la dette en comparant de 2017 à 2019 les comptes administratifs et en incluant le BP 2020 pour cette année. Donc, à signaler aussi que 2 emprunts s'achèvent, l'un en décembre de cette année, l'autre en décembre de 2021, pour une valeur initiale respective de 1 million pour celui de 2020 et 800 000 € pour celui de 2021. L'endettement par habitant est de 1 494 € au 1er janvier, la moyenne de notre strate de collectivité se situant à 849 € par habitant, selon la source de la DGCL. Dans cet endettement, il y a... Alors, je vous signale quand même que dans cet endettement par habitant, il y a une grosse part qui revient, 35% qui revient à Faréo. Non, mais on pourrait avoir Pardon? Est-ce qu'on pourrait avoir quelques comptes sans Faréo? Alors, le problème, c'est que Faréo, il fait partie du budget communal. Oui, je sais. Non, je sais. Et on ne peut pas se passer de... À ce moment-là, on enlève les AC et notre épargne n'est plus la même. Voilà. Non, mais est-ce qu'on peut avoir une simulation de ce que ça donnerait si Faréo était à la Comcom? C'est juste ça que je demande, une simulation. Bien sûr que ça ne l'est pas, mais est-ce qu'on pourrait, pour voir un petit peu les perspectives communales, ça change beaucoup de choses. C'est tout à fait possible. J'enlève les recettes et les dépenses de Faréo, ainsi que sa dette. Mais le travail avait été fait l'année dernière, fin 2018, fin 2018 sur Faréo avec, enfin la commune avec ou sans Faréo. Donc voilà. Nous touchons 754 000 € d'AC. Et on a 3,5 millions d'engrais en cours. Non, mais même sachant que c'est pas, tout le monde est d'accord pour dire, c'est pas un équipement communal. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui ça revient sur le compte de la commune, mais c'est pas un équipement qu'une commune telle que la nôtre aurait de toute façon construit. C'est impossible. Donc, aujourd'hui, ça fausse beaucoup de choses. Quand on regarde notre ratio d'endettement des habitants par rapport aux communes de la même strate, évidemment ça fait des choses. C'est ça que je veux dire. C'est juste qu'on ait cette simulation en permanence dans l'œil, parce que la commune sans Faréo, et on espère bien que de toute façon ça passera quand même un jour ou l'autre à la Comcom, la commune sans Faréo, elle va bien. Oui. Oui, ça a été présenté l'année dernière. Bon, mais on pourra peut-être... à ce moment-là, le ratio, je l'ai en tête, il est de 1000 €. Des orientations budgétaires, là, on n'est pas dans un Ça va pas changer grand-chose, donc 1000 € à peu près, c'est ça? 1000 €, puisque nous sommes 7383 à la commune nouvelle de Beaufort-en-Anjou en DGF. Et on tourne à 1000 €, puisqu'il y a 3,5 de la piscine et 7 millions pour l'encours historique. Ça tournerait à 1000 €. Oui, merci. Il avait été évoqué, je crois que c'était en commission finance ou en commission sport, je ne sais plus, peut-être les deux d'ailleurs, que Faréo puisse faire l'objet d'un budget annexe. C'est vrai que ça rendrait beaucoup plus clair et beaucoup plus visible les comptes de la commune. L'intérêt... Bon, monsieur Landa va... Oui, il va vous expliquer. Il est toujours possible de faire des soldes intermédiaires. Ça, c'est toujours possible. L'intérêt d'un budget annexe,
c'est surtout, c'est le cas par exemple du budget d'un lotissement par exemple, ou du budget des satellites comme le budget du CCS, c'est soit nous sommes sur des structures qui sont différentes, ou alors nous sommes sur des structures pour lesquelles on a besoin de contrôler l'équilibre, c'est-à-dire de contrôler qu'il n'y a pas d'abondement du budget général au budget annexe. C'est le cas du budget de l'auberge, par exemple, de G. Sur une piscine, il vaut mieux qu'on vous mette une annexe, qui n'est pas un budget annexe dans le sens où c'est plus léger budgétairement, et ça vous donne autant de visibilité qu'un budget annexe. Après, c'est vrai que ce qui a été mis dans le rapport d'orientation budgétaire, c'est principalement les éléments nouveaux, en fait, parce que les éléments de charges et de recettes courantes de Pharéo s'équilibrent. Alors c'est vrai que ça change le niveau des ratios, mais ça ne change pas la qualification qu'on peut porter sur les ratios. C'est-à-dire que ça fait augmenter votre endettement. Si on regarde le taux d'endettement, effectivement, par habitant, il augmente. Pour autant, compte tenu des AC, ça reste bon. C'est comme ça que quand vous avez vu tout à l'heure l'épargne de la collectivité, quand on avait l'épargne brute, vous restez sur un bon niveau d'épargne brute parce que vous avez beaucoup d'endettement, mais en fonctionnement de quoi le rembourser. Et donc le rapport d'orientation budgétaire vous oriente plutôt sur ce qui, on va dire, ce qui est sujet plus à discussion, c'est-à-dire ce qui évolue et ce qui est nouveau. La fiscalité ou l'augmentation nouvelle du coût de la délégation, de la nouvelle délégation, les fameux 90 000 €. Mais après, tout seul d'intermédiaire est possible, bien entendu. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'est pas supportable pour une nouvelle Beaufort d'Anjou, Beaufort en Vallée de Pluchet, mais bon, on a récupéré l'équipement, hein, on a voulu le récupérer. Donc après, c'est vrai qu'il faut. La question a été posée au moment des transferts de compétences. Pardon ? On n'a pas voulu récupérer la piscine lors des transferts de compétences. C'est déjà le président de la commission. Ça nous a été imposé, on ne peut plus le faire. Qui est-ce qui faisait partie de la... Bon, on va débattre de ça maintenant, mais... C'est pas passé à la commission d'introduction. Qui est-ce qui faisait partie de la commission de transfert de charges? Ça, c'est pas fait. Ça s'est fait avant, c'est la décision. Ça, c'est pas fait au transfert de charge, parce que moi, j'en fais partie, on nous a pas posé la question. Dans les discussions sur les compétences. Oui, c'est plutôt... c'est pas à ce niveau-là. Nous, on a... Bon, donc, affaire à suivre, c'est vrai qu'il va falloir... il va y avoir du travail. Alors, en ce qui concerne le budget d'investissement, parce que l'heure tourne, les dépenses d'investissement, il est proposé des travaux nouveaux ou précédemment engagés en 2019 et qui seraient reportés, et des programmes récurrents, notamment en matière de voirie et des grosses réparations du patrimoine. Le montant sera étudié pendant les débats budgétaires par secteur, et les reports des opérations d'investissement s'élèvent à la somme de 1 034 794 budget 2020 en dépenses et 219 612 € en recettes. À ce stade, un virement de l'excédent de fonctionnement 2019 est envisagé à hauteur de 1 million d'euros. Des autorisations de programme
crédits de paiement seront votés lors du BP 2020, présentés ci-dessous, donc vous allez les voir. Le plan pluriannuel d'investissement ainsi que la prospective financière réalisée permettront une planification adaptée à nos ressources. Donc vous avez un plan pluriannuel dans le tableau ci-dessous, avec plusieurs chapitres, entretien du patrimoine et équipement des services, opérations et les grands projets, donc GOG, réfection de voirie, construction de la halle de G, équipement chariot élévateur, maîtrise d'ouvrage et travaux sanitaires sur divers sites, etc. Travaux dans les écoles avec de menuiserie. Alors ça intéresse l'école de la Vallée pour le remplacement des menuiseries, la fin des remplacements des menuiseries, le numérique dans les écoles, la création d'une aire de jeu, l'équipement informatique et l'opération Anjou Cœur de Village pour une étude, mais qui est... alors, vous avez les dépenses là, mais vous n'avez pas forcément les recettes en force, parce qu'il y a des subventions, notamment pour Anjou Cœur de Village, à hauteur de quasiment 45 000 euros. Ensuite, vous avez des opérations nouvelles qui sont identifiées en autorisation de programme et crédit de paiement, la vidéoprotection, les chapelles rayonnantes de l'église que nous avons votées au mois de décembre dernier, les travaux conservatoires de l'Hôtel Dieu dont nous avons parlé ce soir et qui font l'objet d'une délibération au prochain conseil, le plan d'accessibilité des bâtiments communaux et le remplacement de menuiseries sur divers sites pour les totaux que vous avez. Enfin, vous avez derrière le détail des opérations avec des tranches vertes, des tranches optionnelles en ce qui concerne les protections étalées sur plusieurs années. La même chose pour les chapelles rayonnantes de l'Hôtel-Dieu qui sera donc à affiner. Et puis vous avez dessous les recettes correspondantes. Alors on peut voir que en ce qui concerne la vidéoprotection, on nous annonce qu'on peut avoir plein de recettes, mais en fait il n'y en a qu'une qui nous est arrivée, c'est la FIDP pour 11 000 euros environ. Voilà. Et vous avez la même chose pour les chapelles rayonnantes, l'Hôtel-Dieu et Adèle. Le financement des investissements de la nouvelle mandature s'effectuera donc grâce aux marges de manœuvre générées par le travail de l'ensemble des équipes municipales. Diminution des dépenses de fonctionnement avec la mise en concurrence des contrats et sera complétée par des demandes de subventions pour chaque projet d'investissement. En ce qui concerne les recettes d'investissement, si les niveaux d'épargne font l'objet d'une attention toute particulière tout en gardant un bon niveau d'investissement, d'autres recettes d'investissement impactent sensiblement notre capacité de financement des équipements. L'ensemble de ces ressources vient en effet minorer le besoin de financement des investissements, le fonds de compensation de la TVA, la dotation aux amortissements, les subventions d'équipement, la fiscalité d'urbanisme, soit la taxe d'aménagement et l'emprunt. Lors de cet exercice 2020, il serait souhaitable que le stock de dette n'augmente pas. L'autofinancement dégagé ainsi qu'une gestion active du fonds de roulement devront permettre le financement des opérations et leur planification dans le temps. Il sera toutefois prévu un nombre d'équilibre de la section d'investissement 2020 qui sera ou non réalisé en fonction de notre trésorerie et des besoins de financement. Donc vous avez en conclusion quelques phrases. Les équilibres budgétaires des collectivités restent fragiles en raison de la situation internationale, mais aussi face aux exigences de l'État en matière de dépenses publiques et de réduction du déficit. La bonne santé de notre ville résulte d'une gestion rigoureuse de ses dépenses et de ses recettes, ainsi qu'une gestion avisée et prudente de sa dette. C'est pourquoi le BP 2020 s'inscrira dans la continuité de la politique engagée en stabilisant
Oui, c'est 2020, hein, c'est pas 20 120. En stabilisant les dépenses sur la base des capacités d'optimisation existantes, ceci afin de constituer un niveau d'épargne suffisant qui permettra de contenir le niveau d'endettement par habitant et financera les opérations d'investissement prévues dans le programme de la future équipe municipale. L'équipe poursuit ainsi sa démarche basée sur des finances saines et responsables, avec pour objectif de rendre la commune plus attractive et favoriser ainsi l'implantation de nouvelles familles et d'activités économiques. Donc vous avez les axes du budget 2020, sauvegarde du patrimoine dans la continuité, le développement aussi d'aide, la réduction des écarts de fonctionnement entre prévision et réalisation et la prise en charge en compte de charges nouvelles concernant la piscine Farel. Donc vous avez ensuite une page, l'avant-dernière page, qui concerne les principaux projets 2020. Je ne vais pas les relire puisqu'on on les a déjà évoqués pas mal au cours du débat et au cours de la présentation plutôt. Et puis vous avez derrière, en dernière page, le budget annexe pour l'auberge communale de G, qui ne fera pas l'objet d'une orientation particulière. Aucune demande n'a été formulée pour des investissements en entretien particulier à ce stade. Il sera équilibré en section de fonctionnement par un virement du budget principal, 10 500 € au stade du budget prévisionnel. Le remboursement de l'emprunt en dépenses, les loyers en recettes ainsi que les virements d'amortissement de subventions reçues constituent les mouvements connus et maîtrisés de ce budget. Voilà, bon, c'est un petit peu long. Ça, c'était le rapport. Maintenant, il y a un débat. Si vous avez, on a débattu en cours de. Pardon. On l'a pas fait au fur et à mesure. On l'a pas fait au fur et à mesure. Si, il y a eu un débat. C'est ce que je disais. Il y a eu un débat, mais si vous avez d'autres, c'est le moment de vous exprimer. Sinon, je vais vous demander de prendre acte de la tenue de... Pardon, une question. J'ai pas compris pourquoi le ratio à l'horizon 2022, là, le ratio en cours de la dette sur l'épargne brute, c'est page 14, devrait se situer entre 11 et 13 ans. Et si ça doit se situer entre 11 et 13 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit emprunter plus et nous dépenser moins C'est-à-dire qu'on prend l'épargne brute que l'on divise par le montant de l'encours de dette nous restant, on obtient un nombre d'années. Pour Beaufort, au 31/12/2019, il est de 8,2 années. Donc c'est très bon puisque on considère une collectivité un seuil de limite de prudentiel jusqu'à 13 ans. C'est ça qui est indiqué. Donc il y a effectivement, pour un organisme bancaire, notre demande d'emprunt nouveau est recevable. Puisqu'on peut monter notre endettement, effectivement. La loi de programmation, si on la traduit, si on veut interpréter la loi de programmation, ça veut dire que pour les prochaines années, il faut emprunter. Non, pas du tout. Il faut désendetter toujours, et ce sera d'autant en après, il faut arriver en présent. Mais il faut savoir qu'il y a des communes qui sont bien au-dessus de ces 13 ans. Donc c'est elle de les ramener entre 11 et 13 prudentielles pour qu'elles se désendettent. Oui, donc en fait, c'est parce que l'intitulé, on comprenait qu'il fallait absolument qu'on arrive à ce situer-là. Si c'est un encouragement à... Mais non, c'est... Non. C'est plutôt aux communes surendettées de revenir à ces taux prudentiels. On avait mal interprété. Comment? C'est vertueux pour Beaufort. C'est vertueux, voilà, c'est ça. Alors, attendez, il y a quand même une chose. Et pourquoi c'est pas les autres communes qui ont marqué à la page 17, lors de cet exercice 2020, il serait souhaitable que le stock de la dette n'augmente pas? Non, effectivement, c'est pas les autres communes Non, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi dans les collectivités on présente la dette toujours comme presque une erreur de gestion de la dette. Si on n'avait pas emprunté il y a 25 ans, c'est très clair qu'on n'aurait pas les équipements qu'on a aujourd'hui, on ne serait pas où on en est.
n'importe quelle entreprise qui se développe, elle a des emprunts. Et tout le monde est content qu'il y ait des emprunts et qu'ils soient évidemment remboursés. Sauf que les entreprises, il faut qu'elles se débrouillent avec leurs bénéfices. Mais je rappelle quand même que d'ici dans 3 ans, on va passer à la même comptabilité que les entreprises. Dépenses, recettes, bénéfices. Voilà. Mais je suis désolé, les emprunts, ça permet d'avoir du fonctionnement, enfin pas du fonctionnement, mais d'investir dans les choses qui peuvent être. Mais justement, la capacité de désendettement de la commune est à 8,2. Ça laisse une liberté. Donc ça laisse, effectivement. C'est ça. Non, Et parce que quand on lit la conclusion du débat, on a l'impression que, bon, il faut rester plan-plan, il faut faire comme ça. Non. Parce il est stipulé aussi que 2 emprunts s'achèvent en 2020 et 2021 pour 1,8 million d'euros. Non, mais on n'est déjà pas plan-plan. On n'est pas plan-plan, là. On est déjà... Mais on n'est pas mal du tout, là. Il n'y a pas de... Je vois pas comment vous pouvez faire rendre une commune attractive en empruntant de moins en moins et en fonctionnant finalement de moins en moins. Ça part des priorités. Ah oui, des priorités, c'est ça. C'est connu ça. C'est ça. Non, mais je ne crois pas qu'il soit suggéré de moins emprunter. Il est suggéré d'emprunter de façon réaliste. On est bien d'accord sur le fait que pour investir, eu égard aux dotations, les communes ne peuvent pas investir sur leurs fonds propres avec leur capacité d'autofinancement net. Toutes les communes sont endettées. Mais bon, il faut trouver un équilibre. Voilà. C'est ça que je veux dire. J'ai encore une question. Ah ben moi j'ai pas assez débattu. Dans les principaux projets 2020, la première phase c'est la redynamisation du centre-ville avec l'établissement d'un plan de référence projet Anjou cœur de village. Donc, dans mon souvenir, on avait assisté à une réunion où on nous avait présenté Anjou cœur de village et on n'était pas éligible. Anjou n'était pas éligible. C'était Anjou cœur de ville auquel on n'était pas éligible. Mais Anjou cœur de village, oui, il y a une différence. C'est une question de sémantique. D'accord. Et donc on va lancer une étude là-dessus pour être éligible à Anjou cœur de village. Oui, alors sans doute une information qui m'aura échappé. À propos de Montbaume, on en sait un petit peu plus, puisque je lis, page 15, que dans les opérations grands projets pluriannuels, grand 2, aménagement ZAC Montbaume, et on a 252 euros par an. Oui. Et j'ai pas eu souvenir, j'avais le souvenir d'un projet flou encore lors de la dernière réunion qui avait eu lieu ici. Alors, sans doute que ça m'aura échappé. J'en savais peut-être plus, peut-être en commission urbanisme. Alors, je ne sais pas si vous avez assisté aux 2 dernières, peut-être pas, enfin, en tout cas, il nous a été présenté 4 scénarios de financement et ce qui a été retenu, mais de façon globale, comme ça c'est pas affiné, on a demandé justement à Alter d'affiner ses dépenses d'investissement. C'est une dépense qui est lissée la même tous les ans. Donc c'est celle qui est la plus facile à accepter. Et si vous avez remarqué, nous avons mis dans le rapport, nous n'avons rien mis en 2020 pour que justement ça laisse le temps à la future équipe de
continuer à négocier et d'enclencher le mouvement qui pourra se faire qu'à partir de 2021. Tout en sachant que le portage, ça fait déjà 5 ans. Il nous reste 5 ans pour réaliser une opération. Sinon, il faudra rembourser la mise de fonds avec des intérêts d'Alter sur l'achat du terrain et la démolition. Excusez-moi, mais c'était en quelle commission Alter est venu présenter son bureau municipal? C'était en bureau municipal. Donc voilà, c'est logique. C'est 2023, c'est pas 2032 là, donc la démolition. Pardon? C'est 2032? Fin 2032. La fin du projet, c'est Merci, je suis étonnée. Non, c'est la participation. C'est une participation qui serait étalée sur 10 ans. C'est ça. Non, la fin du projet, il faut que ça soit avant. Pour tout vous dire, ça au niveau du bureau municipal, les chiffres présentés, notamment le déficit, mais qui, je crois qu'il avait été quand même présenté un déficit de 3 millions sur la totalité de l'opération. Il faut absolument qu'on retravaille, que la future équipe retravaille sur ce déficit pour qu'on n'ait pas cette participation annuelle à donner, qui est trop élevée, que nous on considère comme trop élevée. Alors justement à ce sujet, il a été demandé à Alter de retravailler et de revenir nous voir. En tout cas, je ne sais pas si c'est cette équipe-là mais vous allez avoir ceux qui seront autour de la table après le 22 mars ou le 15 mars, vous aurez à travailler avec le Voilà. Avez-vous d'autres questions? D'autres débats? Et alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de prendre acte. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte de la tenue de ces débats d'orientation budgétaire? Je vous remercie. La bibliothèque municipale, une modification de la régie de recettes. On fait passer le montant d'encaissement de 400 € que le régisseur est autorisé à conserver à 1 000 €. Vous êtes d'accord? Pas de position? Pas d'abstention? Merci. Merci. Merci Stéphane. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Alors, Marie-Christine, l'éclairage public, pour le concours au CIEMEL ou une opération de réparation. Donc, dans le cadre d'une demande de la mairie pour le dépannage d'un mât d'éclairage public au stade Roger Serrault, le CIEMEL doit intervenir pour procéder au remplacement du projecteur. Donc le CIEMEL soutient toujours cette opération de réparation à hauteur de 25%. La collectivité verse un fonds de concours de 75%. Donc le montant total de la dépense est de 2 573,67 € hors taxe. Fonds de concours 75%. Le montant du fonds de concours à verser au CIEMEL est de 1 930,25 €. Sujet suivant. Je suppose que vous êtes d'accord pour ce concours. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Si vous permettez, M. le maire, je me fais une remarque concernant l'intervention du CIEMEL, sachant que c'est pas de la date de l'octobre. Vous voyez, ça fait quand même 5 mois pour intervenir. Et comment ça se fait qu'il ne soit pas intervenu plus tôt? Maintenant? Je ne sais pas. Parce qu'il faut
C'est compliqué. C'est pas d'aujourd'hui que ça se passe comme ça, mais on peut se poser des questions. C'est simplement, ils attendent d'avoir un certain nombre de réparations dans le secteur pour limiter les déplacements, et donc ça peut durer. On peut avoir la chance que ça se fasse au bout de 15 jours, puis on peut parfois attendre plus de 6 mois. C'est fort possible que ce soit une explication. Alors, Jean-Jacques, session à la société en fibre pour une parcelle pour le NRO. Dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur notre territoire, nous avons mis à disposition de la société Anjou Fibre une partie de la parcelle ZA 187 située 2 rue des Auchamps, afin d'accueillir les infrastructures nécessaires à l'installation du nœud de raccordement optique, dit NRO. Cette mise à disposition a fait l'objet d'une convention d'occupation précaire du domaine privé de la commune en date du 27 septembre 2018. L'emprise nécessaire à cette installation représente une superficie de 62 mètres carrés. Le plan, je pense que vous ne l'avez pas vu, ça correspond à une partie du parking de covoiturage où le bâtiment est installé. Donc au départ, tout près du giratoire des Marrières, à gauche sur un terrain communal. Donc aujourd'hui, il s'avère de procéder à la rétrocession de cette parcelle à Anjou Fibre. Donc les services des domaines, quand on vend, on demande obligatoirement l'avis du service des domaines. On a estimé la valeur vénale de ce terrain à 30 € le mètre carré. Mais le département, et notamment Anjou Fibre, parce que ce terrain reviendra au département après, a demandé aux collectivités de mettre à la disposition, le terrain à la disposition pas gratuitement, mais pour 1 €. Ça sera la participation de la commune au déploiement de la fibre optique, sachant que quand en 2016 ou 2017 on avait parlé du déploiement de la fibre optique, on parlait plutôt d'une participation au niveau de Beaufort en Anjou de presque 1 à 2 millions d'euros. Donc le déploiement se fait sans notre participation. Là, ce qui nous est proposé, c'est de céder pour l'euro symbolique les 62 mètres carrés. Sinon, ça aurait représenté une valeur de 1800. Donc, ce qui vous est demandé, si vous êtes d'accord, c'est d'autoriser également M. le maire à signer tous les documents correspondants. Est-ce que vous êtes d'accord pour céder cette parcelle à l'euro symbolique? Je ne sais pas si vous l'avez vu installer, vous l'avez vu sur place, c'est quand même assez bon, c'est un petit volume quand même. Hein? Ok, bon, donc pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Alors, la vente d'une parcelle communale au profit d'entente interdépartementale. Peut-être pas, on va voir. Non, oui, non. Pour l'aménagement du bassin de l'Opion et la mise en valeur de la vallée de l'Opion. Alors, c'est quelque chose qui traîne un petit peu depuis pas mal de temps, parce qu'en fait, on avait délibéré en avril 2017 pour acquisition, cession et échange entre la commune, le syndicat du bassin de l'Opion et ses affluents, SLB2A, et l'entente interdépartementale pour l'aménagement du bassin de l'Opion et la mise en valeur de la vallée de l'Opion. Donc, en fait, c'est un peu compliqué. Vous avez les plans? Ça sera le départ. Ça. Donc, alors il y en a deux. Hein. Vous avez un plan avec où se trouve la bibliothèque et la maison de pays. Et puis vous avez un autre plan avec le site des ateliers et des services techniques. Vous êtes d'accord? Donc sur le site des ateliers des services techniques,
vous avez deux parcelles qui sont numérotées 391 et 392. Alors ça, c'est ce qui fait l'objet de l'échange. Et en contrepartie, si vous prenez le site de la bibliothèque, vous avez, d'ailleurs c'est très bien expliqué, vous avez tout ce qui appartient au SAP2A, en ce qui concerne la maison pays, le jardin et l'entrée de la bibliothèque. Vous avez ce qui appartient au SIAP, qui n'est plus ici et qui est parti à bouger, mais qui est devenu donc propriété de la GOCOM, c'est bien ça. Donc c'est le 782 que vous avez. Ensuite, le 781 qui appartient maintenant à la commune, qui était l'ancien. Vous l'avez pas eu, vous l'avez pas eu avec les pièces jointes. Vous avez les pièces jointes? Non. Oui, on le sait. Bon. On fait l'ancien garage. C'est garage, plutôt le bâtiment montant. Ouais. Le bâtiment montant, le garage de l'entente, il est aux ateliers. Mais le bâtiment, oui. Alors, qu'on soit clair, le bâtiment de l'entente, c'est celui qui a été rénové depuis un certain nombre d'années où le SMITOM a eu son siège pendant un certain temps, on est d'accord. C'est celui qui est en façade.